Mes chers amis, bien bonjour. Quand un enfant est diagnostiqué autiste ou ayant des symptômes du trouble du spectre de l'autisme, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre ou du moins on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va nous attendre, notamment chez l'enfant. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation autour de l'autisme, je vous propose un épisode spécial en l'honneur justement de cette fameuse journée où l'on va aborder justement cette question de l'autisme à proprement parler, mais aussi du TSA, donc du trouble du spectre de l'autisme, mais également tout ce qui est autour de l'historique, bref, tout ce qui peut être en lien avec l'autisme en toute objectivité et bienveillance, bien entendu, loin des théories un peu rocambolesques qu'on a pu voir autour de ces dernières années ou qui pourraient être considérées un peu quelque peu malvenues à l'heure actuelle. Je précise au passage que cette vidéo se veut être neutre et objective. Tout ce qui est question autour de la psychose, la psychiatrie ou ce genre de choses a été mis de côté volontairement de ma part car je ne voulais pas me centrer là-dessus. Je voulais me centrer sur quelque chose de neutre et d'objectif où on peut apporter des éléments de définition ou du moins des éléments utiles à une meilleure compréhension de cet handicap que l'on connaît assez mal et qui pourtant est toujours d'actualité. Avant toute chose, il faut bien comprendre que l'autisme n'est pas une maladie, mais un handicap ou plutôt un ensemble de troubles, un ensemble de symptômes. Ce handicap se caractérise par un ensemble, comme je vous l'ai dit, de troubles, de symptômes qui peuvent être très différents d'un individu à l'autre, d'un enfant à l'autre. Pour mieux comprendre les symptômes de l'autisme en lui-même, il est important, selon moi, et c'est la méthode que j'ai choisie, de bien les distinguer entre les troubles du spectre de l'autisme, dont on a parlé en introduction, que l'on a appelé autrefois troubles envahissants du développement, TED. Donc, il faut bien essayer de faire le distinguo entre les deux, même si les deux se rapprochent beaucoup. Il faut essayer d'en dégager le plus de données possible entre les deux afin de ne pas faire la confusion, soit de façon maladroite, soit assez bêtement. Selon les sources et selon, on va dire, les documents auxquels j'ai pu avoir accès, l'autisme est vu comme étant un handicap reposant sur un ensemble de troubles, comme je vous l'ai dit, du développement neurologique, autrement dit, du développement du cerveau, tout ce qui entoure la région du cerveau, avec un large spectre, on va dire, de symptômes divers et variés, et dont le diagnostic évolue constamment parce qu'on découvre de nouveaux, on va dire, de nouvelles données à chaque cas, parce que chaque cas est différent, bien entendu, comme pour chaque handicap, comme pour chaque maladie ou autre dans la médecine, chaque personne est différente à ce niveau-là. On situe les premiers signes de l'autisme, à proprement parler, chez l'enfant, qu'on se l'entende bien, dès l'âge de 3 ans, voire pour certains cas, bien avant l'âge de 3 ans. Cela va se traduire généralement dans le domaine, et c'est notamment les domaines les plus visibles et que l'on connaît peut-être le mieux, dans le domaine de la communication, des interactions sociales et avec certains comportements stéréotypés qui sont, comme je vous l'ai dit, les comportements les plus visibles en fait de ce handicap. Et encore une fois, j'utilise le mot handicap volontairement car l'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap. Donc, je ne veux pas avoir le mot maladie dans les commentaires parce que ça n'en est pas une. Ça n'est plus considéré comme une maladie depuis bien longtemps. Dans le domaine de la communication, cela va concerner le domaine de la communication verbale, le langage, le parler, ce genre de choses, et la communication non verbale, c'est-à-dire le langage du corps, la gestuelle ou émotionnelle ou ce genre de choses. Dans la communication non verbale, cela peut se voir donc dès la naissance. Certains parents pourront voir que, surtout dès les premiers mois, que l'enfant des fois ne réagit pas quand on l'approche, par exemple, ou qu'au contraire il va être hyper tonique, hyper stimulé, mais qui ne va pas faire attention à ce qui entoure de lui. Il ne va pas regarder sa mère, il va avoir du mal à pointer. Enfin, ça va être tout un ensemble, on va dire, de petits gestes qui vont faire que on pourrait être amené à se poser des questions par rapport à l'enfant dès les premiers temps. Au niveau de l'émotionnel, alors l'émotionnel, on pourrait le mettre dans le non-verbal et dans le verbal. Là, je l'ai mis dans le non-verbal un peu volontairement. L'enfant va avoir du mal à décrypter les émotions des autres, voire même peut-être aussi à avoir du mal à décrypter ses propres émotions. Donc, il faut bien faire attention avec un enfant quand il a du mal à se
à mettre le doigt justement par rapport à ce genre de choses. Il va avoir également du mal à décrypter les petites mimiques, les petits rictus ou ce genre de choses de ses camarades d'école ou de personnes qui l'entourent. Concernant la communication verbale, donc tout ce qui est autour du langage, du parler, le langage va être soit absent, soit inadapté, ou s'il est présent, ça va être quelque chose de beaucoup plus spécifique. Quand le langage est présent, comme je vous l'ai dit, peut être inadapté, voire restreint, voire extrêmement limité, parfois quelques mots, parfois quelques phrases, ou avec quelques petits défauts de syntaxe. Je ne dis pas que les autistes ne parlent pas, je n'ai pas dit ça. Simplement, dans certains cas, on peut souligner que oui, il y a certaines petites choses un peu dans ce style-là. On constate également que dans ces cas-là, la voix a un caractère assez automatique, presque mécanique. Par ailleurs, le caractère également de l'enfant va se caractériser par un caractère assez répétitif. Ça va être des phrases, ça va être des mots ou des sons qu'il va soit entendre soit de son entourage proche, donc ça va être les parents, les autres enfants, ce genre de choses, soit des dessins animés, soit de clips publicitaires. C'est ce qui est ressorti des sources dans lesquelles j'ai pu trouver cela. Donc ça veut dire que les enfants vont avoir tendance à répéter certains slogans, ce genre de choses. Bon, ça fait partie des signes qui ont été détectés. À côté de cela, il va y avoir des difficultés un peu plus d'ordre social et relationnel. Donc ça va être plus en rapport avec les autres. Les enfants autistes ont tendance à s'isoler, ils ont du mal à interagir avec les autres enfants, ils redoutent le contact, tout ce qui est tactile, donc contact physique, redoutent aussi certains sons. Dans certaines situations, quand ils sont pas bien, quand ils ont besoin de réconfort, ils ont du mal à aller vers les gens. Il y a une mise à distance, en fait, entre l'enfant autisme et les autres. Ce sont des éléments qu'on a trouvés, encore une fois, au niveau de ces enfants-là. À côté de tous ces éléments, on peut, comme je vous l'ai dit, souligner un caractère répétitif, en fait, chez les enfants autistes. Le caractère répétitif, en fait, va avoir un cadre assez réconfortant, va apporter une forme de réconfort à ces enfants, car c'est un cadre ritualisé, millimétré, et ils auront un peu l'impression de garder un peu le contrôle, en fait, sur ce qui les entoure, et ça va leur apporter une forme de sécurité. Donc, en fait, c'est vrai que ça pourrait paraître banal à ce niveau-là, mais pour un enfant autiste, c'est vrai, et ça, c'est revenu très souvent dans ce que j'ai pu en lire, ça fait partie, encore une fois, de ces moments où l'enfant se sent en sécurité et où il a l'impression que tout va être à telle heure ce sera ça, à telle heure ce sera ça, à telle heure ce sera ça. C'est une forme, on va dire, de rituel. À côté de cela, il y a une autre caractéristique que l'on peut souligner, c'est l'intérêt, et ça c'est plutôt dans le positif, c'est l'intérêt en fait de ces enfants pour une passion, pour un domaine qui va occuper tout leur temps, tout leur esprit. Ce qu'on constate chez les enfants qui sont soit sur le spectre autistique, soit qui sont autistes, c'est qu'ils ont en fait une passion. Ils ont un domaine qui les passionne, qui les intéresse. Ça va être les maths, ça va être les trains, ça peut être les Lego. Et toute cette passion en fait va occuper tout leur esprit et va leur permettre de se construire en fait un monde à eux, ou au contraire d'exprimer quelque chose et en fait d'illustrer une forme de génie. La chose qu'on ne dit pas assez souvent et que on oublie aussi souvent, c'est que les enfants autistes et les enfants qui sont sur le spectre autistique, peu importe, ont une forme de génie. Ce sont des enfants qui, malgré ça, développent des capacités intellectuelles qui sont extrêmement importantes et qui font qu'ils excellent dans leur domaine. Donc, bien souvent, on va inciter ces enfants à avoir une passion où ils vont se la découvrir tout seuls et eux ils vont se construire autour de ça. À côté on va dire de cet aspect extraordinaire des enfants autistes, il y a d'autres symptômes en fait qui sont moins connus, c'est-à-dire qu'on a détecté chez certains enfants autistes des peurs et des phobies ainsi que des troubles du sommeil et des crises de colère. Donc autrement dit, il y a des symptômes que l'on connaît, il y a des comportements qu'on connaît. Chez les enfants autistes, ça a pu se relever du comportemental que du symptomatique, mais il y a aussi d'autres aspects que l'on connaît moins et qui sont pas toujours mis en avant. On sait qu'au niveau communication et social, des fois, c'est ce qu'on va plus remarquer chez l'enfant autiste, mais il y a d'autres aspects de l'autisme que l'on connaît moins et qui ne sont pas toujours mis en avant. Le trouble du spectre de l'autisme, TSA, rassemble
différents, on va dire, types d'autisme et différents syndromes de l'autisme. On va retrouver notamment le syndrome d'Asperger ou encore le syndrome de Rett qui va concerner plus les filles que les garçons. Jusqu'à il y a peu, on utilisait le terme trouble envahissant du développement, TED, et le terme TSA va le remplacer ensuite bien plus tard. Le terme TSA englobe la plupart des manifestations de l'autisme, surtout au niveau des syndromes, comme les syndromes que je viens par exemple de citer, mais il y en a bien d'autres. Et même s'il n'y a pas d'études épidémiologiques autour des épidémies, entre guillemets, et c'est vraiment très maladroit d'utiliser ça en France, on parle quand même de causes ou de facteurs de causalité qui pourraient favoriser ces syndromes. Alors, je précise que tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes et beaucoup de recul parce que ce sont des données, encore une fois, ce sont des données qui ont été posées, mais je rappelle que d'un individu à l'autre, ce n'est pas figé. Et concernant le TSA, on a constaté que ça concernait plus les garçons que les filles. Mais comme on a pu le voir, il y a quand même certains syndromes qui concernent tant les filles que les garçons. C'est un petit peu à prendre avec des pincettes à ce niveau-là. Parmi les facteurs de causalité que l'on peut souligner, il y a notamment les antécédents familiaux, s'il y a des TSA dans la famille, l'âge des parents ou l'exposition pendant la grossesse à certains médicaments pouvant aggraver l'exposition au spectre autistique, comme par exemple la dépakine, ou encore on va dire les antécédents familiaux les antécédents des parents, obésité ou ce genre de trucs. Alors, je tiens quand même à dire qu'il faut prendre tout ce genre de choses avec des pincettes. Toute cette partie, ce qu'il faut en comprendre, c'est que d'un individu à l'autre, d'un syndrome à l'autre, les choses sont différentes. Tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est un ensemble de concepts, un ensemble de symptômes, de comportements, de troubles qui peuvent être associés soit à l'autisme, soit au TSA, mais ce n'est pas quelque chose qui est propre à cela, c'est quelque chose, on va dire, qui est standardisé, mais d'un individu à l'autre, comme tout trouble, comme tout handicap, cela va évoluer, cela va être différent d'une personne à l'autre et je tiens à bien insister là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de figé. Je l'ai dit en début de partie, je le répète, l'autisme d'un individu à l'autre, il va y avoir des caractéristiques différentes. Ça va être des stades différents, ça va être des choses différentes. Donc, ne partez pas du principe que ce sont des symptômes prédéfinis, cliniques ou ce genre de trucs. Ce sont, on va dire, des symptômes qu'on a constatés, ce sont des comportements que l'on a constatés, mais d'un individu à l'autre, ce qu'il faut comprendre, et j'insiste très lourdement là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui est très différent et certains comportements que l'enfant A va avoir ne va pas se retrouver chez l'enfant B et pourtant ils sont tous les deux autistes. Donc il faut bien faire attention avec tout cela. Donc il faut vraiment prendre ce que je vous expose avec beaucoup de recul et des pincettes, ce que j'ai moi-même tenté de faire pendant toute cette recherche et ce n'est pas quelque chose de facile, surtout quand on n'est pas spécialiste. Mais voilà. Partez du principe que c'est un ensemble, on va dire, un ensemble de symptômes, un ensemble de troubles qui ont été constatés au fil des recherches, qui ont été constatés au fil des études de cas, et que ce n'est pas quelque chose quelque chose qui va de soi. Le terme autisme connaît deux temps dans sa création et dans sa concrétisation. Dans un premier temps, en 1911, le terme autisme va être créé par le psychiatre suisse Eugène Bleuler. À ce moment-là, l'autisme va être excessivement rattaché à la schizophrénie, puisque on va l'appeler, ou du moins le considérer, comme un trouble inné du contact affectif chez l'enfant, mais surtout chez le nouveau-né, chez le bébé, depuis sa naissance jusqu'à environ ses 3 ans. À partir de 1943, les choses vont un tout petit peu changer. En effet, le pédopsychiatre américain d'origine suisse, Leo Kattner, va reprendre justement la notion de base de l'autisme décrite par Eugène Bleuler, mais à ce moment-là, ça va désigner totalement autre chose. Ça va plutôt désigner un ensemble de
comportement assez particulier chez l'enfant. Donc toujours pareil, ça va être relié à la psychiatrie, mais avec, on va dire, quelques modifications. Avec les années 1950 et 1970, donc on va dire une période d'une vingtaine d'années, l'autisme va désigner alors des concepts ayant plus ou moins marqué la psychiatrie. Comment appréhender, on va dire, ce concept d'autisme dont on n'a pas encore les ficelles ou quelque chose de concret. À cette époque-là, l'autisme désigne encore, ou du moins est encore considéré comme une psychose chez l'enfant et pas comme un handicap à proprement parler comme nous le connaissons aujourd'hui. C'est encore extrêmement relié à la psychiatrie et non pas à la notion d'handicap, donc comme c'est le cas à l'heure actuelle. Ce terme d'autisme, donc ce terme relié à la psychiatrie et à la psychose, est également utilisé dans les classifications officielles dans le domaine justement de la psychiatrie. À partir des années 1980, le concept des psychoses infantiles dont fait partie l'autisme va être abandonné, va être supprimé, et on va préférer utiliser plutôt le terme de trouble envahissant du développement. On l'a vu tout à l'heure quand nous avons abordé le TSA, qui est le trouble du spectre de l'autisme. Ce fameux TSA est, on va dire, le descendant de ces fameux troubles envahissants du développement. Et ce fameux trouble envahissant du développement va être réutilisé dans toutes ces classifications dans la psychiatrie. Et à côté de cela, et c'est un petit peu on va dire le mood un peu des années 1950 jusqu'à 80, 70, 80, ça va être un peu ces moods-là. Je le précise parce qu'en histoire, on le voit beaucoup, et là, enfin, la psychiatrie n'y échappe pas. On va également aller puiser d'autres concepts dans d'autres approches, avec notamment en allant puiser des ressources, par exemple, dans la biologie, dans la génétique ou encore dans la psychologie, afin de mieux comprendre, en fait, ce terme un peu d'autisme, cette conception qui échappe encore dans les années 80. En 2010, un consensus international va mettre un petit peu on va dire les choses un peu à plat, et la France va retirer justement l'autisme des psychoses infantiles. Donc autrement dit, jusque dans les années 2010 voire 2010, et aussi on peut inclure les années 90, l'autisme était considéré comme une psychose, autrement dit relevant de la psychiatrie. Donc malgré qu'on ait enrichi, encore une fois, l'autisme de diverses approches, il n'en restait pas moins que ça aurait relevé de la psychiatrie. Donc on peut voir quand même que malgré certaines choses, il y avait encore une incompréhension, même encore à cette époque, une époque très récente, au niveau de ça. Cette suppression, en fait, de l'autisme des psychoses infantiles fait que les anciennes appellations de l'autisme, en lien avec les psychoses, sont totalement interdites. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, l'autisme va plutôt englober un large spectre, un large éventail de profils, avec comme je vous l'ai expliqué auparavant dans la précédente partie, avec des troubles et des symptômes divers et variés selon les individus, et qui vont englober ce qui est maintenant le TSA. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autisme était avant tout relié beaucoup à la psychiatrie, beaucoup, on va dire, à la schizophrénie, puisque n'oublions pas, ce sont des spécialistes de la schizophrénie qui, encore même, du moins au tout début des années du XXe siècle, qui ont mis, on va dire, le terme d'autisme sur cet ensemble de troubles, et cet ensemble de troubles a été relié à la schizophrénie, donc à la psychiatrie pure et dure. On peut très bien imaginer comment les enfants, et je parle des enfants, je parle pas des adultes, les enfants ont été pris en charge par la suite par rapport à cet handicap. J'utilise le mot handicap car ce n'est pas une maladie, car l'autisme peut être pris en charge, mais ce n'est pas une maladie qu'on guérit, donc ça ne se guérit pas, c'est un handicap. Et j'insiste très lourdement là-dessus, parce qu'on va encore dire que l'autisme est une maladie. Pas du tout. Comme précisé tout au long de la vidéo, l'autisme n'est pas une maladie, mais un ensemble de troubles ou un handicap que l'on peut atténuer, mais qui ne se guérit pas. Avec la variété de symptômes de l'autisme et du TSA, de façon générale, il est important qu'une prise en charge de l'enfant soit faite et de façon adaptée, et ce rapidement. Cette prise en charge doit être faite de façon individuelle, c'est-à-dire avec l'accompagnement de l'enfant, mais aussi en groupe et avec également la famille. La famille, en général, a un rôle fondamental dans cette prise en charge de l'enfant, et notamment dans tout ce qui va être comportement adapté, ritualisation du quotidien de l'enfant, etc., etc. Cette prise en charge va prendre plusieurs formes. Dans un premier temps, on va avoir
une prise en charge au niveau du langage avec des séances d'orthophonisme, mais aussi de motricité, si l'enfant a des problèmes de motricité. Et dans un second temps, ça va être l'intégration de l'enfant dans des structures adaptées, ou si c'est dans des établissements scolaires lambda, ce sera avec un personnel adapté, donc un personnel capable d'accompagner l'enfant dans son apprentissage, voire avec des institutrices ou du personnel enseignant capable d'appréhender l'enfant afin qu'il reçoive une éducation scolaire relativement lambda et relativement normale. Là où à certaines époques on va plutôt privilégier des méthodes plus psychanalytiques, plus en lien plus avec la psychanalyse, aujourd'hui on va plutôt privilégier des techniques beaucoup plus douces, beaucoup plus centrées sur des stratégies éducatives, sur des stratégies comportementales, afin de permettre une meilleure progression à la fois des adultes autistes ou même des adultes qui sont en lien avec un enfant autiste et de l'enfant autiste lui-même. Donc on passe des techniques anciennes où on va privilégier tout ce qui est autour du domaine du psyché, du domaine de la psychose, du domaine de la psychanalyse, à des stratégies qui vont être plus axées sur des séances de psychothérapie, des séances au niveau du comportement à avoir avec un enfant autiste. On va faire en sorte que la prise en charge soit beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus douce et surtout beaucoup plus axée peut-être sur les besoins de l'enfant que sur des traitements, on va dire, qui datent d'époques archaïques et puis qui ne sont plus vraiment adapté à l'enfant autiste tel que l'on pourrait l'appréhender aujourd'hui. En conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autisme va être encore une question qui va susciter encore beaucoup d'encre dans les prochaines années, voire dans les prochaines décennies. C'est un trouble, c'est un ensemble de troubles, voire un handicap que l'on connaît assez mal, où les recherches ont été faites, mais très axées sur tout ce qui est autour de la psychiatrie et des psychoses, et il est parfois difficile de dénouer un petit peu le sac de nœuds entre ce qui relève de la psychiatrie, la psychologie ou autre. On a du mal, quand on n'est pas spécialiste, et ce qui est mon cas, à faire, on va dire, la part des choses entre ce qui relève de certains domaines et de ce qui ne l'est pas, de ce qui relève de théories complètement farfelues et de ce qui ne l'est pas. Donc l'autisme va rester un handicap qui va susciter encore beaucoup d'interrogations, beaucoup de curiosité et qui va nécessiter dans les prochaines années une prise en charge beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus adaptée, surtout pour les enfants. Récemment, on peut citer par exemple, et je l'ai vu tout récemment, dans le Lot par exemple, une école maternelle a adapté la scolarité des enfants autistes par rapport aux autres enfants, des enfants, on va dire, normaux, classiques, qui ne sont pas handicapés, qui vont leur permettre d'apprendre certaines choses, à développer leur curiosité comme on le ferait avec un enfant normal. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que on va chercher progressivement dans certains endroits, dans certains moments, à intégrer les enfants autistes avec d'autres enfants, afin que ces derniers ne soient pas pénalisés et puissent avoir une enfance, on va dire, totalement normale, totalement sans souci, comme tout enfant a droit. Donc, on peut espérer que dans les prochaines années, il va y avoir une intégration des enfants autistes avec une adaptation, bien entendu, par rapport à leur handicap, par rapport à certaines choses, avec des enseignantes spécialisées, ce qui était le cas dans cette école. Et on peut espérer que dans les prochaines années, on aura ça. Bien entendu, nous sommes bien d'accord, il y a différents stades de l'autisme. Certains enfants sont plus handicapés que d'autres, on est entièrement d'accord. Mais il faut espérer que dans les prochaines années, nous ayons des structures qui soient capables d'adapter tous les enfants par rapport à ceci. Par ailleurs, comme nous avons abordé le cas de l'histoire de l'autisme, il ne faut pas oublier une chose, et que comme ça relevait de la schizophrénie, et donc de la psychiatrie, c'est très bien comment certains enfants ont pu être traités, on s'en doute, ils ont été placés dans des institutions, et dans ces institutions, certains traitements, notamment pour certaines maladies mentales, étaient des traitements, et surtout, certains enfants étaient placés parce que d'une part les parents ne pouvaient pas s'en occuper, ou parce que tout simplement on cherchait un peu à les mettre sous le tapis parce qu'on ne savait pas quoi en faire, parce que c'était des enfants différents. Donc la différence dérangeait. Et là je parle surtout dans les années plutôt 19e siècle, quand il n'y avait pas toute cette prise de conscience autour, on va dire, de cette question, même si encore maintenant cela reste, on va dire, très timide par rapport à cela. Par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que
certains enfants autistes devenaient pupilles de l'État, donc les parents se déchargeaient totalement de l'éducation de leurs enfants et l'État devait s'en occuper. On peut prendre l'exemple qui est peu connu de Dorothy Dandridge. Sa fille a été diagnostiquée autiste à l'âge de 4 ans et sa fille est devenue pupille de l'État bien plus tard parce qu'elle ne pouvait plus s'en occuper. Ça, ce cas-là était le cas aux États-Unis, mais c'est le cas aux États-Unis à cette époque-là. Dorothy Dandridge, je vous mettrai le lien de sa bio barre d'infos si cela vous intéresse. Sa fille était autiste quand même assez lourd si je me souviens bien. Donc on peut quand même voir que la prise en charge des enfants handicapés, des enfants autistes, n'a pas toujours été extrêmement bien faite, extrêmement à la hauteur. Par ailleurs, ce qu'on peut aussi souligner, et ça moi je l'ai vu un peu à mon grand dam quand je faisais mes recherches, en dehors du fait que beaucoup d'ouvrages autour de l'autisme étaient beaucoup tournés vers tout ce qui était autour de la psychiatrie, c'était clairement pas ce que je cherchais, mais alors absolument pas, moi c'était vraiment, on va dire, quelque chose d'assez éloigné de là-dessus. On peut quand même souligner que les ouvrages qui ont été publiés justement par rapport à la question de l'autisme, en fait, sont très regroupés dans les années 2010, c'est-à-dire 2010, 2014, 2017. On peut dire que oui, c'est des ouvrages assez récents d'un point de vue historique ou même d'un point de vue médical, mais ça reste des ouvrages qui sont très, je trouve, très anciens, qui commencent un peu à dater et dont on peut se dire que oui, c'était peut-être le cas en telle année, mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est? On n'a pas le recul nécessaire. Par ailleurs, s'il n'y a pas de chiffres justement dans cette vidéo, c'est volontaire de ma part. C'est parce que déjà d'une part, les chiffres dataient déjà de pas mal de temps, 2017, 2014. Donc pour moi, c'est des chiffres qui sont périmés. Ça ne reflète pas ce qui est le cas à l'heure actuelle en 2022, 2023. 2022, on peut dire que c'est quand même plus récent. Ça ne le reflète pas. Donc moi, j'ai fait la précaution, j'ai choisi la précaution de ne pas vous mettre de chiffres parce qu'on ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle ou sur quoi ça se base. Donc, voilà un peu sur cet ensemble de ce que on peut dire de l'autisme. Encore une fois, le but de la vidéo est avant tout pédagogique et surtout d'apporter, on va dire, des éléments de réponse, des éléments un peu clés sur cette question de l'autisme qui reste quand même une question qui est pas toujours facile à aborder, pas toujours facile à démêler, et où beaucoup de personnes ont du mal un peu à se faire une idée, ou du moins ont du mal à entrevoir. Même moi qui essaie de prendre beaucoup de recul sur mes recherches, il m'est arrivé parfois de me demander comment aborder tel ou tel sujet, parce que le but n'est pas de froisser quiconque, le but est d'informer, d'éduquer, de faire, entre guillemets, d'en profiter pour aborder cette question qui est quand même une question d'actualité, parce que les enfants autistes ont toujours été une question d'actualité, même si on ne le montre pas. La prise en charge de ces enfants, les comportements à avoir, comment faire, est-ce qu'il y a des structures, il y en a oui, mais pas forcément en France, ou du moins pas forcément bien adaptées. Bref, il y a tout un tas de choses qui doivent être mises en place. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. Je sais que c'est un sujet assez particulier qui peut faire débat. N'hésitez pas en commentaire à échanger entre vous, à expliquer votre parcours si vous avez des enfants autistes ou qui sont dans les troubles du spectre de l'autisme, Asperger, Rett, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à en discuter entre vous ou même à me conseiller si vous avez des ouvrages sur le sujet. Moi, ça m'intéresse et surtout, je suis preneuse de tous, on va dire, autour de cette question, qui est une question d'actualité et qui peut toucher tout le monde. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Je sais que c'est un sujet très lourd, qui est pas toujours facile à aborder correctement, mais j'espère avoir fait de mon mieux et de vous avoir apporté des éléments peut-être que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires et également. Moi, je suis preneuse de tous vos commentaires, dans la bienveillance bien entendu, pas d'insultes, merci. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et prenez bien soin de vous.